Bonjour, je suis Mayolek et vous avez déjà expérimenté ces films qui deviennent de moins en moins bons à chaque visionnage? Parce que... J'ai vu le Roi Lion 2 en tout et pour tout 3 fois, et je ne fais qu'y discerner de plus en plus de problèmes. Si bien que c'est pas plus mal d'en parler maintenant tant que j'en garde encore une impression positive, mais je vous préviens, je vais pas être super sympa. On sent tout de suite que ça veut tabler sur la formule du film initial, en faisant une intro exactement sur le même modèle, qui mélange chant africain et air épique pour célébrer l'arrivée du nouvel héritier en grande pompe, qui n'était pas tout à fait montré comme ça à la fin du premier film. C'était peut-être la naissance de son petit frère à ce moment-là. Ouais, si vous voulez. En tout cas, c'est assez nouveau que les esprits des ancêtres viennent assister en personne à la naissance de la nouvelle génération. Peut-être que le père de Mufasa était un connard qui n'en avait rien à cirer de son petit-fils. Ça reprend même une réplique du premier film. Il vit en toi. Si ça, c'est pas un indicateur, regardez, ça vous rappelle pas le premier film? Je sais pas ce que c'est. Timon et Pumba sont contents à la perspective d'être les parrains du petit qui lui enseigneront la vie, mais... C'est une fille. Cette petite fille. Une fille. Putain, il y avait une chance sur deux, bordel. J'imagine qu'il y a plus moyen qu'on s'occupe d'elle alors. Comme dans le premier film, attendez-vous à ce que je le dise souvent ça, notre jeune protagoniste se fait faire la leçon par son paternel. Et n'oublie pas, interdiction de quitter la terre des lions quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est clair? Je sais. Et ne va pas sur les terres interdites. Il n'y a rien là-bas à part une bande de vicieux hors la loi, malicieux et sournois. Ah oui, les hyènes, c'est vraiment des... Ah non, c'est d'autres lions en fait. Bonjour les gars, vous sortez d'où? Mais de la magie du Redcon, pardi! Et oui les amis, ça va être le thème récurrent de toutes ces suites au Roi Lion! C'est bien qu'on aurait tout aussi bien pu appeler ça le Roi Lion 2, l'honneur du Redcon, le Roi Lion 3, Redcona Matata, et la garde du Redcon. Le Redcon du jour repose sur toute une meute de lions qui ont juré fidélité au règne de Scar. Vous savez, ces lions qui étaient tous malades lors de son passage au pouvoir et qui étaient tous partis en planque ailleurs lors de l'insurrection de Simba et son harem. C'est vraiment pas de bol, ils ont loupé les moments les plus importants. Après l'abdication de Scar dans l'estomac de ses associés, ils ont été bannis de la terre des lions, même les plus jeunes qui n'avaient normalement pas grand chose à se reprocher à leur âge. Eh ben, c'est légèrement pute de ta part, Simba! D'un côté, j'apprécie qu'on élève la population lionne masculine au-delà de Simba, Mufasa et Scar. De l'autre, j'aurais vraiment aimé qu'on m'explique qu'est-ce qui les poussait à être de fervents partisans de ce mec. Et c'est pas une remarque comme ça, c'est une question qui a légitimement besoin d'une réponse pour moi. Pourquoi suivre fidèlement le type qui a fichu vos terres en l'air? On a bien montré que c'était un gros nombriliste qui se souciait juste d'avoir le pouvoir. Seulement, on présente ça comme si Scar représentait une idéologie forte chez eux et j'ai du mal à voir ce que ça pourrait être. En tout cas, c'est clairement pas la cohabitation avec les hyènes, vu qu'elles apparaissent jamais de tout le film. Bref, Simba est assez protecteur envers sa fille énergique. Simba, elle ne te rappelle pas quelqu'un? Hein? En effet, c'est ton portrait craché plus jeune, Nala. Et celui de Simba, vu qu'elle a le caractère d'un enfant joueur et curieux typique. Faites pas comme si c'était extraordinaire. Tu es bien comme ta mère. Elle ne risque rien. Simba demande quand même qu'elle soit surveillée discrètement par... Je compte sur vous pour garder un œil sur Kiara. À ce stade-là, autant le demander à un troupeau d'éléphants, hein. Oh, quelle surprise, ils se font repérer. Enfin, il n'y a vraiment personne pour m'écouter quand je parle. Excuse-moi, j'étais un peu ailleurs. Tu disais quelque chose, princesse? Personne ne m'écoute. Hein? Oh, je suis désolé, tu disais quelque chose? Ah, voilà que tu recommences. Faut toujours que tu goûtes une bouchée de chaque avant de choisir, et ça, c'est insupportable. Mais si je goûte pas, comment je saurai laquelle sera la plus fondante sous la langue? Fondante? Mais Pumba, mon gros pépère, c'est le fait qu'elle soit croustillante qui vous excite les papilles. Fondante! Croustillante! Fondante! Croustillante! Fondante! Croustillante! Fondante! Croustillante! Fondante! Croustillante! Fondante! Croustillante! Vous allez accaparer le film longtemps, c'est ça? Ouais, je vous présente les restes de table de l'humour de Timon et Pumba. Tango Charlie Alpha, votre position. Vert
verticale, les poils caïmans ou garde à vous. Dans le premier film, non seulement ils arrivaient à être drôles, mais surtout ils n'étaient pas là que pour faire joli. Ils jouaient un rôle pivot dans l'évolution du héros. Ici, c'est le syndrome typique des comiques de service populaire. On n'a aucune idée de quoi en faire, mais faut les montrer. Donc vas-y qu'on force tout un tas de pauses dans le récit pour se centrer sur eux. Ça n'apporte absolument que dalle et c'est du repompage sans inspiration de ce qu'ils étaient avant, mais c'est suffisamment reconnaissable pour que les fans qui n'aiment pas réfléchir adorent. Enfin bref, comme dans le premier film, notre héroïne décide de braver les interdits et d'aller là où la lumière n'éclaire jamais. Et elle tombe sur un autochtone. Qu'est-ce que tu fais par ici, l'étrangère? Greu, je fais peur. Mon père m'a dit de ne jamais tourner le dos à un hors-la-loi. Et tu fais toujours ce que te dit ton père? C'est la petite Fifi à son papa. Et qui est-ce qui va faire tout ce que sa maman lui dira par la suite? Mais via les caprices des besoins scénaristiques, ils se retrouvent attaqués par la faune locale. Et après une minute d'action pseudo-intense, ils en réchappent et deviennent les meilleurs copains du monde. Je m'appelle Kovu. Et moi, c'est Kiara. C'est sympa de voir qu'on brûle pas les étapes. Mais leurs géniteurs surgissent pour casser la magie. Punaise, ils ont été rapides pour rameuter tout ça. Zira, Simba, Nala, Zira. Timon, Pumba, enchanté. Maintenant que les présentations sont faites, vous allez déguerpir de nos terres. Leur seule blague drôle du film. Et ça a été fait avant Shrek 2, donc une fois de plus, c'est DreamWorks qui a copié. On apprend que le petit Kovu n'est pas né sous la meilleure des étoiles. Il a été élu par Scar pour suivre ses traces. Il n'a pas eu d'enfant direct pour ça, par contre, parce que... Il voulait pas qu'on le dise, mais je pense qu'il était... stérile. Après ça, comme dans le premier film, le père fait une gentille remontrance à son enfant. Un jour, je ne serai plus là. Et ce jour-là, ce sera à toi de prendre ma place. Tu fais partie du grand cycle de la vie. Cycle de la vie, je sais. Oh, change de ton, jeune fille, sinon tu vas être privée de sortie. C'était la pause gênante. Il sort une chanson sur l'importance de l'union, tout ça. Nous sommes forts, ô combien nous sommes un. Ou bien il dit que les animaux se réunissent régulièrement pour faire des partouzes. Pour parler des chansons en général, elles sont à peu près toutes entraînantes et mémorables, mais à nouveau, vu qu'une bonne partie d'entre elles se crée en parallèle de celle du premier film, il y a un comparatif assez automatique qui se fait. Et par rapport à ça, il y a un effet sous-roi lion notable qui se ressent chez moi. D'ailleurs, on passe au royaume des parias, qui avait besoin lui aussi de son guignol de service. Je suis le plus vieux, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Ah, cette ermite. Ha ha. Ah, où la grande méchante a une idée machiavélique en tête et lance son grand numéro musical sinistre pour l'exposer. Comme dans le premier film. Ça mérite un compteur, tiens. Zira veut entraîner son loupio pour approcher amicalement la princesse et en profiter pour buter le roi par surprise. tu deviendras roi. Moi, je crois plutôt qu'il se fera massacrer pour régicide juste après et que la Horde viendra vous laminer en représailles. Si c'était si simple que ça, Scar aurait pas eu à cacher ce qu'il a fait dans le premier film. C'est mon chant d'espoir. Vous reprenez même la saute de voix ridicule. Vous copiez cette chanson jusqu'au bout. Désolé, je reconnais les qualités de mise en scène visuelle là, mais j'ai du mal à être réellement investi quand ça essaye clairement de se calquer sur ce qui avait déjà été fait dans le film de départ. Pour aimer ce petit cœur. Comment t'arrives à dormir avec tout ce bruit, mec? Oh, Mufasa, chaque jour, Kovu, lui, gagne en force et Zira emplit son cœur de haine. Et qu'est-ce qui t'empêche d'aller prévenir Simba et compagnie à ce sujet? T'as un contrat avec les esprits qui t'empêche de partager ce que tu sais avec les autres? Mais l'esprit de Mufasa force Rafiki à maquer nos Roméo et Juliette. Ok. C'est dans ça ton plan? T'es fou ou quoi? Non, un petit effort, c'est amusant. Ça ne marchera pas. Mais Al et la princesse, il faut bien qu'on les réunisse. Bon, d'accord, ça va. On fait donc un bond dans le futur où nos protagonistes ont grandi, comme dans le premier film. Comme tu es grande maintenant.
Et tandis que tout le monde réagit comme si elle avait fait une poussée de croissance du jour au lendemain, Kiara est partie pour faire sa première chasse en solo, mais... Tâchez de la suivre discrètement. Ok, si t'en es encore là, on peut plus rien faire pour toi, mec. Ça se passe aussi bien que la dernière fois et ça n'apporte rien. Ouais, plus de temps sur Timon et Pumba. Car de toute façon, elle tombe dans le piège que les parias lui ont tendu. Allumez-le feu! Je vais te bâcler comme on ne t'a jamais bâclé. Il démarre un feu plus loin dans lequel elle se trouve encerclée via une mini-ellipse. C'est pratique quand on sait pas bien mettre les choses en scène. Surtout que c'est la seule qu'on voit prise dedans à la fin, donc tous les animaux sauf elle ont réussi à s'en tirer, semble-t-il. Bref, c'est là que Kovu entre en jeu en la sauvant de justesse. Il a de la chance qu'elle soit si peu débrouillarde. Non! Pourquoi m'as-tu ramené ici? Pour qui te prends-tu? Et va te faire mettre alors, c'est quoi cette ingratitude de merde? Comment as-tu osé me sauver la vie, Gouja? À cause de toi, je ne peux plus être une femme forte. Enfin bon, ça se calme quand elle le reconnaît. Kovu? Ouf, si c'est pas un étranger qui me sauve la vie, c'est acceptable. Il demande asile pour service rendu, ce que Simba accepte à contre-cœur. Vaut rien. Quand est-ce que tu meurs de vieillesse, toi? La nuit même, il fait un petit cauchemar. Simba! Aide-moi! Papa, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Je te tiens. Fais-moi confiance. Toi aussi, tonton? On a des problèmes de gorge dans l'au-delà. Bon, le lendemain, on a les rapprochements basiques. Oh, je suis un peu agressif au départ, mais j'apprends à m'amuser et à connaître l'amour. On sent clairement que ça essaye de faire comme dans le premier film, avec deux lionceaux qui copinent et qui vont un cran au-dessus une fois adultes. Seulement, c'est rendu bien plus crédible dans Le Roi Lion 1. Parce qu'on montrait bien que Simba et Nala étaient des amis d'enfance de longue date, et leurs retrouvailles adultes ont un sens puissant car ils pensaient s'être perdus à jamais. Ça justifie l'émotion forte qu'ils éprouvent. Là, ils ont eu une petite aventure de 2 minutes ensemble enfants et ça appuie à peine leur moment de rapprochement adulte. Mais le pire, c'est que dans le premier film, ça se concrétisait sur une note forte avec une chanson sérieuse, alors que dans le deuxième film, ça se fait avec... Are you feeling? On oublie tout, on est heureux. Mais c'est bien mieux quand on est deux. Ouais, on peut pas se rendre compte de nos sentiments par nous-mêmes. Il faut que le vieux sage loufoque nous les pèle en faisant des caisses. Merci de me rappeler cette scène de merde, les gars. Je reconnais que c'est super entraînant quand même. Tu pourras marcher, voler comme un oiseau. Qu'est-ce que tu fais, Rafiki? Haupendi, où tout le monde fait la chenille. On est tous en transe de se tenir les hanches, on va tous faire une orgie. Bon, après ce léger trip sous acide sur l'amour... Mais c'est bien mieux quand on est deux. Oui, parce qu'à un, ça s'appelle l'onanisme. Je connais bien. On montre Simba qui commence à s'ouvrir un petit peu au nouveau pensionnaire. Je n'avais jamais entendu cette version de l'histoire. Ce n'était donc qu'un assassin? Le feu aussi est un assassin, mais parfois ce qu'il laisse derrière lui peut s'avérer bien meilleur que la génération précédente. J'adore le message qu'on veut faire passer autour de ça. Si Simba a du mal à accepter Kovu, c'est en partie parce qu'il le perçoit comme héritier de ce qu'était Scar. Or, on n'est pas voué à suivre le chemin que ses ancêtres ont pavé. Sauf si c'est pour le bien, évidemment. Mais justement, c'est ça qui rend le dilemme de Kovu et sa relation avec Simba intéressante. Ils doivent faire de grands efforts similaires pour aller dans des directions à la fois identiques et différentes. L'un pour se rapprocher de son héritage, l'autre pour s'en éloigner. C'est très puissant sur le principe. Mais dans la pratique, il y a deux soucis autour de ça. De un, vous en faites juste un héritier désigné. Kovu. Scar n'était même pas son père. Il n'a fait que l'adopter. Donc il ne porte pas complètement le passé de Scar, là. Le message aurait été 10 fois plus fort s'il avait été directement le fruit de ses entrailles. Et oui, ça aurait rendu son couple avec Kiara incestueux. Mais déjà, on aurait pu juste en faire des amis sans que ça gâche l'essence de l'intrigue. Et puis, ce sont des lions. Ils s'en branlent.
De deux, c'est trop peu exploité. On doit passer à peine 3-4 minutes sur ce dilemme au total dans le film. C'était plus important de mettre en avant Timon et Pumba. À cause de ça, le message a beaucoup moins d'impact qu'il aurait pu, car Simba a à peine le temps d'évoquer la chose que Zira et compagnie le prennent en embuscade à l'endroit précis où il a choisi lui-même de se rendre. Puis-je savoir ce que tu viens faire ici, seul et sans escorte? Je me pose la même question. Dommage que le film n'y réponde pas. À l'attaque! Après un petit combat intense, notre roi parvient à s'échapper de l'art de justice. Et puis il y a Machin qui meurt. J'ai jamais été aussi ému, hein. En dépit du fait que Kovu a nié son implication et a clairement essayé de l'aider, Simba le juge le bannit. Pour la deuxième fois. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Simba est pas super fut-fut dans ce film. Mais bon, ça permet de fourrer une chanson rapide. Trahison, Merci, maintenant je m'imaginerai toujours que les chansons d'intro sont chantées par une girafe hors champ. Il passe devant tous les animaux pour le plaisir de se faire martyriser à la chaîne. C'est pas gentil ce que t'as fait, papa! Silence et va dans ta chambre! Eh ben, puisque c'est comme ça, je fais le mur! On a ensuite tout un montage où nos deux tourtereaux chantent leur amour en se retrouvant, parce que faut avouer que la première chanson là-dessus manquait un peu d'intimité quand même. Et quand je dis qu'ils chantent leur amour, ils le chantent. Un jour notre amour, l'amour nous guidera. J'avais peur d'aimer quand l'amour est vrai. Si le monde pouvait être amoureux. Aimer, c'est tellement bien. Aimer l'amour en aimant. C'est la chanson la plus fade du film que j'ai déjà oubliée une demi-heure après visionnage. Kovu essaye de suivre un chouïa l'histoire de Shakespeare en proposant de s'enfuir à deux, parce que quand on dit que c'est librement inspiré de Roméo et Juliette, ça l'est très librement. Hein. Mais Chiara se dit qu'il doit bien y avoir un moyen de tout arranger, et c'est ce qu'elle fait avec un discours à la mort moelleux. Mais Ils, nous, regarde-les. Nous sommes pareils. Tu les trouves différents, toi? Ils ont soutenu un despote qui a foutu le pays en l'air et ils viennent tous de tenter de buter le roi. Ils peuvent pas se repentir en 10 secondes comme ça. Vous avez débloqué la fin bisounours. Tout le monde il fait la paix, tout le monde il est content. Tout le monde il est content. Vous ne pouvez pas pondre cette résolution sans développement. C'est pas comme dans Pocahontas où les personnages sont portés par une haine irréfléchie qui peut se calmer vite. Chaque camp a ses raisons précises et fortes d'en vouloir à l'autre. Par exemple, on a cette lionne qui dit que cette violence lui suffit, mais rien dans ce qu'on a montré d'elle avant n'amène un tant soit peu cette décision. On ne l'a pas montré une seconde réfléchir sur sa situation avec regret, faire ce qu'elle fait à contre-cœur, ça vient comme ça sans crier gare. J'en ai marre de me battre maintenant! On approche de la fin du film, faut partir sur une conclusion gentille quand même! Et c'est pas que c'est une mauvaise voie à suivre, c'est juste qu'elle n'est pas du tout méritée. Tout comme le drame intense autour de Zira qui n'arrive pas à passer à autre chose, donc elle se fait consumer par sa haine, blablabla. La scène est bien foutue, vue indépendamment, mais comme c'est lié à cette résolution expédiée, ça n'a presque aucun poids dans la narration globale. Bref, tout le monde surmonte très vite cette perte tragique, même son fils. On se souviendra éternellement de toi, Zira, tout comme... Machin. C'est la joie et la bonne humeur, et on fait un petit rugissement de groupe pour boucler les choses. Comme dans le premier film. Heureusement, ils ont pas poussé le bouchon en montrant la naissance de l'enfant de Chiara et Kovu dans le futur. Bravo, mon fils. Papa, faut vraiment faire examiner tes problèmes de gorge. Ce film est frustrant.
Les chansons sont sympathiques, c'est visuellement assez bien fait, notamment par rapport aux jeux de lumière et d'ombre qui sont très efficaces par moments, et j'y décèle de bonnes idées. Mais elles sont mal exploitées. On se centre trop peu sur les thèmes importants pour insister sur une histoire d'amour réchauffée à peine prenante, de l'humour bas de gamme, et tout ce qui a du grand mérite dans ce que le film tacle est désagréablement expédié, au point d'en être parfois insultant comme cette résolution en mousse qu'on nous sert. Ça parvient à rester à peu près correct, mais ça aurait pu être bien plus que ça. Et chaque nouveau visionnage me fait de plus en plus me rendre compte de la gestion foireuse de ce que le film a entre les mains. Enfin bon, espérons que le 3e opus saura remonter la pente. On aura déjà peut-être moins d'humour forcé autour de Timon et Pumba. Ah, oui. Oh, Pandy, tout le monde carbure à la bœuf, mais c'est bien mieux à 42, la drogue, c'est merveilleux.